Monsieur le directeur, Allô. bonjour. Oui, bonjour Monsieur Hasbrook. Ah désolé, dès qu'il y a plus votre responsable communication, on est perdu, on est perdu. Ah mais non, non, ne vous inquiétez pas. Alors oui, donc l'idée c'était de refaire un petit peu un point suite au point qu'on avait laissé la dernière fois et voir un petit peu comment ça évoluait parce que maintenant vous devez avoir le retour du 15 avril. Oui, tout à fait. La dernière fois, on avait eu à partager la situation de début avril. Début avril, c'est nos plus grandes entreprises et on avait pu mesurer toute la force malheureusement des difficultés économiques puisque c'est 58 millions d'encaissements qui n'étaient pas présents par rapport à l'attendu, ce qui veut dire à peu près un tiers de non encaissés par rapport à l'attendu. Alors 58 Les millions données, d'euros ou 58 millions d'actions d'encaissement? 58 millions d'euros D'accord, à l'échelle de la Bourgogne. à l'échelle de la Bourgogne et pour les entreprises implantées en Bourgogne. Les données du 15 avril, alors le 15 avril, c'est plutôt la très grande majorité des entreprises présentes sur le territoire bourguignon confirme malheureusement toute la profondeur du choc économique, puisque ce que l'on appelle, nous, le taux de reste à recouvrer, c'est-à-dire finalement les impayés, concerne 39% de ce qui était attendu. Dit autrement, nous attendions sur le territoire bourguignon un petit peu plus de 160 millions d'encaissements sur les entreprises payant mensuellement au 15 avril. Il nous manque, enfin nous constatons, 63 millions qui ne sont pas présents sur ces 161 millions, avec une disparité entre les différents départements, un bloc de départements, la Côte d'Or, la Nièvre, Lyon, qui avoisine 36-37% de non-paiement, et avec une situation un peu particulière sur la Saône-et-Loire, où le taux de reste à recouvrer, donc les impayés, atteint 44%. D'une manière générale, la Bourgogne se situe légèrement en dessous de la moyenne nationale des impayés, qui est à 40%, sachant que lorsqu'on on appréhende la situation pour la Bourgogne-Franche-Comté, qui est notre région administrative, on a une moyenne légèrement supérieure aux 40% nationaux, puisqu'on est à 41%. D'accord. Donc une confirmation de la profondeur de la difficulté économique pour notre tissu d'entreprise. Et donc, je vais C'est dû, laisser la pardon. parole. Oui, Oui. parce qu'on est deux maintenant à animer C'est- l'émission. Donc, Oui, mais Voilà, on co-anime, donc voilà. Est-ce que c'est dû surtout à la typologie des entreprises? Parce que entre la Saône-et-Loire, par exemple, et Lyon, on n'a pas du tout le même tissu d'entreprise. tout à fait, c'est une très bonne remarque et c'est une voie d'explication que l'on met en avant. Effectivement, la structuration du tissu d'entreprise entre les différents départements est très différente, où on voit que les départements de la Côte d'Or comme de la Saône-et-Loire sont des départements à densité plus importante et potentiellement avec des entreprises de taille plus importante. Là où peut-être il y a une singularité de la Saône-et-Loire, c'est que la Saône-et-Loire est économiquement assez tournée vers Rhône-Alpes, Oui. puisque du coup elle se trouve être frontalière, notamment du département du Rhône, et on observe que chez nos voisins rhône-alpins, on a une profondeur également des difficultés économiques assez marquées. Donc c'est un début d'explication, il faudra observer dans le temps, mais on a finalement une singularité de la Saône-et-Loire par rapport aux trois autres départements, qui est effectivement en lien aussi avec le tissu des entreprises. Et donc, pour étendre un peu à la Bourgogne-Franche-Comté, j'imagine que dans le nord de la Franche-Comté, pays de Belfort, Montbéliard et tout ça, on doit sentir à peu près les mêmes choses, j'imagine. Alors, ça excède un peu ma compétence territoriale, puisque la mienne Ouais, est d'accord, région pardon. bourguignonne.
Oui, votre analyse est la bonne. La Franche-Comté, pour les départements que vous mentionnez, est plus en difficulté que la Bourgogne pour l'instant. Mais sinon, c'est ce que vous voyez au niveau des reports, il n'y a rien d'inquiétant par rapport aux prévisions, parce que pour mémoire, quand on était en début de confinement, l'INSEE prévoyait une baisse d'activité de 40% des entreprises. Alors, il y a une notion aussi qu'il faut avoir à l'esprit. C'est pour ça qu'il faut rester prudent sur les chiffres et voir comment ils évoluent dans le temps et si les tendances qu'on observe se confirment. Ne perdons pas de vue qu'un certain nombre d'entreprises sont à l'arrêt et que de par les mécaniques de chômage partiel, on est sur des prises en charge par l'État. Et donc, du coup, la masse salariale déclarée par l'entreprise se réduit dans la même proportion que l'activité se réduit. Donc on est face à ce phénomène de contraction de la masse salariale, avec pour autant, lorsque les entreprises sont en activité, une difficulté à payer les cotisations. Alors après, j'ai pas les chiffres, je ne sais pas exactement dans quelle proportion on est, mais je sais que la Directe prend énormément de retard dans les remboursements du chômage partiel. Il y a beaucoup d'entreprises qui se retrouvent dans un cas où soit on n'a toujours pas délivré leur code d'accès pour pouvoir faire les télédéclarations, soit les remboursements sont toujours pas faits. Est-ce que ça va avoir un gros impact sur vous pour la collecte à venir? De toute façon, le nœud de la guerre, si vous passez cette expression aujourd'hui, c'est la trésorerie et la capacité de disposer d'une surface de trésorerie suffisante pour pouvoir honorer un certain nombre d'obligations. Et d'ailleurs, c'est la démarche globale des pouvoirs publics en essayant de maintenir la trésorerie des entreprises. Le principe du report des cotisations vise à assurer une non-ponction sur la trésorerie disponible. Je ne vais pas citer l'ensemble des dispositifs mis en place par l'État, mais il y a cette philosophie générale pour assurer chaque entreprise de disposer d'un minimum ou d'une trésorerie suffisante pour pouvoir conduire les activités, puisque ça a été encore rappelé hier à l'occasion de l'intervention du Premier ministre, il y a une urgence à la reprise de l'activité économique au risque de cette fois non plus d'un ralentissement, mais d'une vraie fracture économique. Et l'appel à solidarité que vous aviez fait au milieu du mois, demandant aux entreprises qui peuvent payer le maximum de ce qu'ils peuvent des cotisations, d'après les chiffres que vous annoncez, finalement, elle est assez bien suivie. Écoutez, on a des entreprises qui sont en situation et en capacité de payer, elles le font. Il faut évidemment s'en féliciter parce que les dispositifs, et en particulier le dispositif de report mis en place pour les entreprises du régime général, c'est une possibilité. Et donc cette possibilité, elle est bien centrée vers les publics qui en ont le plus besoin. À la différence de ce qui se fait sur les travailleurs indépendants, et je pense qu'on en parlera tout à l'heure, où là on est sur un report automatique et d'office, puisqu'on ne procède pas au prélèvement mensuel. Néanmoins, on invite les travailleurs indépendants qui le peuvent, puisqu'il y en a certains qui le peuvent, il y en a certains qui le souhaitent, à payer partiellement ou complètement le montant des cotisations mensuelles. Et s'ils le souhaitent, eh bien à ce moment, ils payent par virement. Et pour disposer des références bancaires de l'URSSAF pour procéder au virement, ils se rendent sur le site sécuindépendant.fr ou ursaf.fr dans le module contact. Et à ce moment, ils font une demande des références du RIB qu'on leur transmet évidemment pour qu'ils puissent procéder au paiement qu'ils peuvent. Et justement, en parlant des indépendants, c'est quoi ce mouton à 5 lettres, le CPSTI? Alors, le CPSTI, c'est le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants. C'est une structure qui a été mise en place dans le cadre du transfert de la gestion des indépendants au 1er janvier 2020, du RSI qui a disparu et qui voit les indépendants gérés et pris en charge au titre de leurs différents risques par soit la CARSAT au titre de la retraite, soit l'assurance maladie au titre évidemment des dépenses d'assurance maladie et l'URSSAF pour la partie recouvrement. Et donc ce CPSTI qui est finalement l'ancien,
pour faire très très schématique, l'ancien conseil d'administration de la Caisse nationale RSI a décidé d'octroyer, sous certaines conditions, une aide, one shot, si vous me passez cette expression, vers les artisans et commerçants immatriculés depuis le 1er janvier 2019, toujours en activité au 15 mars de cette année, et qui ont payé au titre de l'année 2018, des cotisations de retraite complémentaire indépendants. Ça, ce sont les critères d'éligibilité. Et on se cale sur le montant des cotisations retraite indépendantes payées en 2018 pour apporter un versement direct et sans demande vers ces artisans et commerçants. À titre d'exemple, un artisan qui aurait payé 550 € de cotisation de retraite complémentaire au titre de l'année 2018, s'il est bien éligible par rapport aux conditions que je viens de rappeler, recevra dès cette semaine un virement de 550 € opéré par l'URSSAF. S'il a payé 2500 € au titre de ses indemnités de retraite, de ses cotisations de retraite complémentaires en 2018, il percevra une somme de 1250 €, puisque le plafond a été fixé à 1250 €. Et donc, cette aide, elle est mieux que les soldes, puisqu'elle est cumulable? Alors, cette aide est cumulable avec à la fois le bénéfice du fonds de solidarité. Il n'y a pas d'impossibilité à la fois de bénéficier de l'aide fonds de solidarité géré par les services fiscaux et de l'aide CPSTI gérée par l'URSSAF Bourgogne, comme elle est également compatible avec l'action sociale gérée par l'URSSAF Bourgogne. Et donc, il y a la possibilité pour ces artisans et commerçants d'avoir cette aide one-shot tout en s'inscrivant dans les 2 dispositifs d'aide qui existent depuis le 15 mars. Et d'ailleurs, en plus, cette aide, moi, de mon entourage et de mes connaissances, elle a déjà été versée en début de semaine et vous avez été sacrément réactif là-dessus. Alors écoutez, faut féliciter les collaborateurs de l'organisme qui ont été effectivement réactifs. Et effectivement, je vous confirme que depuis lundi dernier, on a procédé aux ordres de virement. Alors pour la Bourgogne, ça concerne plus de 20 000 artisans commerçants. Wow. Et que le montant total qui sera versé au cours de cette semaine est supérieur à 18 millions d'euros. On fait une première opération de virement vers les artisans commerçants éligibles et dont on dispose des coordonnées bancaires, puisqu'il n'y a pas de démarche à faire, il n'y a pas de demande à faire pour un artisan commerçant. Pour ceux éligibles dont on ne dispose pas des coordonnées bancaires, parce que tout simplement, ils n'ont pas mis en place le paiement mensuel prélevé, à ce moment, nous avons une démarche vers eux, soit vers leur adresse mail, soit vers le numéro de portable dont on dispose, afin de prendre connaissance de leur référence bancaire pour pouvoir procéder au virement. Donc les premiers chiffres que je vous donne sont les chiffres liés à cette semaine, et j'ai envie de dire, il y aura une deuxième vague, mais une deuxième vague positive par rapport au terme de deuxième vague qu'on peut entendre, qui conduira à d'autres versements, et il sera possible à l'issue de cette opération de donner les chiffres complètement stabilisés. D'accord. Et Monsieur Hasbrook, oui. Oui. En parlant. Oui, allez-y. Pour compléter mon propos sur l'observation de l'éligibilité au 15 avril, rassurer entreprises et travailleurs indépendants. Les travailleurs indépendants, on est sur la reproduction de ce que nous faisons depuis le 15 mars, à savoir que nous ne procéderons pas au prélèvement au titre des cotisations qui devaient être payées le 5 mai. Et en ce qui concerne les entreprises, quelle que soit leur taille, celles concernées par l'exigibilité du 5 mai, comme celles concernées par l'exigibilité du 15 mai prochain, un mail leur sera adressé en tant que déclarant via la DSN à partir d'aujourd'hui pour leur informer de la possibilité de report qui est à nouveau reconduite. Donc pour les indépendants qui déclarent au trimestre ou au mois, peu importe, dans tous les cas, il n'y aura pas de prélèvement. Tout à fait, je vous confirme cette approche. Ouais, c'était la question de la dernière fois. Voilà. Et en parlant d'indépendants, est-ce qu'il y a un dispositif particulier, comme on en a parlé au début de l'émission, envers les médecins indépendants ou le corps médical qui sont à leur compte? Alors, il n'y a pas de dispositif en tant que tel ciblé par les pouvoirs publics vers cette catégorie. Alors là, on est
sur l'indépendant, mais plutôt sur des professions, Libéral. libérales. Simplement, ce qu'on peut rappeler, c'est qu'ils sont bénéficiaires de la mécanique des reports, comme les autres travailleurs indépendants. Alors j'entends bien que report, c'est pas annulation, et que un report, à un moment, il y aura une clause de revoyure, j'ai envie de dire. Vous pensez bien que si on est sur l'accompagnement des entreprises maintenant, on sera sur l'accompagnement des entreprises après, que ce soit les entreprises ou les indépendants. Et donc, nous serons dans une logique avec les personnes ayant bénéficié d'un report, d'un étalement dans le temps du total des sommes qui aura été reportées, puisqu'ils seront confrontés, une fois que l'ensemble des dispositifs aura pris fin, ils seront confrontés au paiement du courant, j'ai envie de dire, plus l'appurement des reports. Et on voit toute la nécessité de continuer d'accompagner les entreprises et les indépendants au-delà de cette seule période de confinement et de ralentissement très fort de l'économie. Il faut les accompagner au titre du redémarrage de l'économie. Et donc, il n'aurait pas de sens à avoir fait des reports si ces derniers n'étaient pas suivis dans quelques mois, lorsque les dispositifs s'éteindront, par une démarche d'accompagnement forte qui passera par la mise en place d'échéanciers. Donc ça, c'est un premier aspect pour aider les indépendants, les entreprises et donc les professions libérales. Et il est également rappelé que, comme tout indépendant, une profession libérale peut procéder à une demande de révision de son revenu. C'est-à-dire si la personne sait qu'elle sera de moins 25% en revenu attendu par rapport à l'année précédente, elle nous transmet son estimation de revenu qui du coup va appeler des montants à la baisse des cotisations à payer. Et donc c'est également une mécanique utile qui peut être menée parallèlement à la pratique du report. D'accord. Et est-ce que vous savez si pour les professions libérales, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place ou Alors, si on est sur le champ de ce qui pourrait être fait au-delà de du principe du report, et donc on arrive assez rapidement sur le sujet des annulations de cotisations, à ma connaissance, les seuls secteurs visés par les propos présidentiels lors de son intervention dernière sont les secteurs des hôtels, cafés, bars, restaurants, le secteur de l'événementiel, le secteur du tourisme, et à ma connaissance, n'a pas été mentionnée la situation des professions libérales. D'accord, ok. Non, mais parce qu'ils sont contraints de travailler à perte et puis il y a certaines situations personnelles qui commencent à être sacrément compliquées et préoccupantes. Et, alors, je pense que les représentants des professions libérales sont évidemment en contact étroit avec les cabinets ministériels compétents pour remonter les alertes. Nous-mêmes, par rapport au dispositif que l'on met en place, on voit bien quelquefois, alors l'expression n'est pas très jolie, mais elle traduit bien mon propos. Voilà, quelquefois, il y a des angles morts dans les dispositifs, où on a des populations, de par des statuts ou des spécificités, qui ne se trouvent pas être bénéficiaires des dispositifs. Et donc, nous, on est dans notre rôle de remonter l'alerte pour signaler que, attention, peut-être que voilà, le dispositif n'a peut-être pas pris en compte toutes les situations. Après, c'est bien le politique qui décide, et si une aide doit être mise en place spécifiquement vers le monde médical en général, j'ai envie de dire, ben c'est le politique qui prendra cette décision, et bien évidemment nous attacherons à la mettre en œuvre dans les meilleures conditions. Et un chef d'entreprise, s'il a des difficultés particulières qui vont au-delà des dispositifs, etc., ils peuvent vous en faire part et essayer de faire des remontées ou essayer de construire quelque chose avec vous? Ah oui, de toute façon on reste tout à fait disponible pour essayer de prendre en compte les différentes situations. Après, si vous voulez, je pense qu'aujourd'hui, avec la possibilité de reporter intégralement le paiement de ces cotisations, c'est plutôt un rendez-vous qu'on se donne dans quelques semaines ou dans quelques mois, lorsque ces dispositifs viendront à s'éteindre, pour être justement dans ce rôle d'accompagnement à la reprise de l'activité économique. Et là, on prendra en compte évidemment toutes les spécificités qui le méritent. Et il y a un internaute qui demande si y a un numéro spécial ou une manière spéciale de vous contacter qui a été mise en place, ou c'est comme d'habitude? Alors, pour l'instant, on a nos canaux habituels de
de contact. Si le cotisant a un compte en ligne, eh bien, il fait sa demande via son compte en ligne. Je rappelle notre numéro de téléphone, le 3957, et puis par mail, le cotisant, en écrivant à ursaf.fr, pourra nous adresser toute demande, comme finalement, et malheureusement, j'ai envie de dire, beaucoup de cotisants l'ont fait depuis le 15 mars dernier. J'ai une autre demande. Est-ce que... bon, enfin bref, je la pose quand même. Est-ce que vous êtes ouvert le 1er mai? Le 1er mai est un jour férié légal, donc comme tous les services publics ou les organismes porteurs d'une mission de service public, nous serons sur ce jour de repos légal. Alors moi j'ai une question, pardon Thomas, moi j'ai une question d'organisation pour vous, parce que derrière il y a plein de gens, chez vous je ne sais pas combien vous êtes en Bourgogne, mais quelle est la part du télétravail chez vous? Parce que tout le monde vous voit comme il y a quelqu'un derrière, mais j'imagine que vous avez aussi la problématique de dire j'ai des gens en télétravail et il faut que ça suive un peu partout. Alors je vous remercie de votre question, ce qui me permettra de mettre en lumière les collaborateurs de l'organisme. Alors l'URSSAF Bourgogne, c'est 310 salariés répartis évidemment dans les 4 départements bourguignons, avec un siège à Dijon. Et dès le 15 mars au soir, j'ai demandé à l'ensemble des collaborateurs de ne pas revenir le lundi 16 mars matin sur leur lieu de travail, au regard des considérations et des obligations sanitaires. Ce qui veut dire, après quelques calages sur les 2 premières journées, notamment d'un point de vue informatique, qu'il n'y a plus personne sur les sites de l'URSSAF en Bourgogne. Pour autant, les collaborateurs de l'URSSAF travaillent depuis chez eux pour assurer la réponse téléphonique, pour répondre aux mails, pour traiter l'ensemble des process. Et l'URSSAF Bourgogne, depuis 2019, s'était engagé fortement dans la mise en œuvre de la possibilité de travailler à distance. Ça veut dire qu'on avait déjà plus d'une centaine de collaborateurs qui étaient équipés et qui avaient la pratique du travail à distance. Ce qui a été extrêmement facilitant pour assurer cette bascule totalement inédite entre des années d'organisation et de fonctionnement, je dirais même des décennies, avec un monde complètement nouveau où on se retrouve chez soi. Les managers ont l'habitude, parce qu'ils ont des équipes sur les différents sites, d'être en situation de management à distance. Et on a pu très très rapidement monter très très fort en taux d'équipement des collaborateurs. Je refaisais un point avec le comité de direction ce matin qu'on tient tous les jours au titre de la situation actuelle. Nous avons 93% des collaborateurs en situation de travail, c'est-à-dire que les 7% sont concernés par des arrêts maladie classiques ou des arrêts maladie enfants, comme c'est possible jusqu'au 1er mai. Et notre taux d'équipement, donc, ce qui permet à tous les collaborateurs de travailler, est à 98%. C'est-à-dire que vous avez acheté en masse des ordinateurs, des téléphones? Alors, nous étions déjà bien équipés. Nous avions également des matériels qui pouvaient être transportés à domicile pour pouvoir travailler. Et oui, effectivement, on a été amené à compléter nos équipements pour atteindre le taux le plus élevé possible. Et voilà, il est à 98% aujourd'hui. Après, on a des collaborateurs qui ont une activité propre qui ne peut pas être conduite à distance. J'ai une question d'un internaute. Bah ça doit être un geek. Vous êtes Mac, PC ou Linux? Alors, nous sommes, je vous dis pas de bêtises, on travaille avec des logiciels du monde libre et nous sommes PC. D'accord, ok. Et puis il y avait une autre question, c'était est-ce que au niveau de l'efficacité des collaborateurs, vu que vous avez une grosse masse de salariés à gérer, est-ce que vous avez vu une baisse d'efficacité ou un maintien, ou est-ce que c'est hyper variable en fonction des situations personnelles de chacun? Alors, il est clair qu'on ne peut pas comparer, j'ai envie de dire, une situation de travail à distance classique, pour laquelle le salarié, le collaborateur bénéficiaire, j'ai envie de dire, retient son jour, c'est que voilà, il aura l'environnement
personnel chez lui propice à travailler à distance, avec la situation que beaucoup de Français connaissent, de confinement complet, avec des situations d'enfants à gérer, avec des obligations de foyer à conduire, avec aussi des contraintes ou des tensions sur l'utilisation des matériels informatiques. Tout le monde n'a pas forcément 3 ou 4 PC chez soi pour pouvoir conduire les cours, pour pouvoir travailler, pour pouvoir être en situation de loisir. D'ailleurs, on a apporté vis-à-vis des collaborateurs des solutions avec des dotations pour justement desserrer la contrainte qui peut exister sur la mobilisation des matériels. De la même manière, on a essayé d'améliorer le confort visuel des collaborateurs pour travailler. Tout le monde n'a pas forcément un écran d'une taille très importante. Or, les collaborateurs, vous en doutez bien, manipulent des données. Donc, on prend en compte tous ces éléments pour effectivement être en logique de compréhension par rapport à des obligations que tout à chacun a. Néanmoins, et de ce qu'on observe au titre de la capacité de traitement de l'URSSAF dans son ensemble et donc la mobilisation des collaborateurs, nous avons une augmentation de nos stocks, mais j'ai envie de dire elle est légitime parce qu'on a beaucoup de demandes d'action sociale, parce qu'on a beaucoup de demandes de délai, mais on est dans une approche contenue et qui surtout, et ça c'est le plus important pour moi et l'ensemble des collaborateurs, ne remet pas en cause notre capacité d'être en reprise normale pour que justement on puisse fortement se mobiliser sur le traitement des situations des cotisants qui auront fait du report et vers lesquels il faudra aller pour voir avec eux comment mettre en place l'échéancier le plus adapté. Donc, on n'est pas à l'optimum, effectivement, parce que le travail à distance aujourd'hui n'est pas un travail à distance comme d'habitude, mais néanmoins, la capacité de production des collaborateurs est tout à fait à la hauteur et n'appelle pas d'inquiétude par rapport à une constitution de stock. Oui, moi je vais compléter parce que ces nouvelles situations de télétravail, parce que j'imagine qu'ils télétravaillaient une journée par semaine, certains ne télétravaillaient pas, et en plus vous êtes dans une situation de crise, on va dire, parce que vous avez des tas de process nouveaux qui arrivent. Vous avez bien résumé la situation. On a non, mais c'est ça, parce que c'est pas suivre le classique. Vous avez tout ce qui arrive là de report, de nouveaux textes, de nouvelles procédures à mettre en place, donc c'est pas simple. On est à la fois sur on a basculé du jour au lendemain entre le dimanche 15 mars et le lundi 16 mars dans un monde totalement inédit en termes de fonctionnement. Pour autant, ça a tenu et ça fonctionne. Et effectivement, par rapport à l'environnement, alors curieusement, et c'est notre raison d'être, on doit être là pour accompagner les cotisants. Et si on n'est pas présent dans le contexte actuel pour accompagner les entreprises, répondre à leurs questions, accompagner les indépendants, répondre à leurs questions, c'est qu'on a perdu de vue notre essence. Donc on est face à deux choses totalement inédites, et je dois vous le dire, grâce à la mobilisation des collaborateurs, je crois qu'on peut dire que l'URSSAF Bourgogne répond présent aujourd'hui et répondra présent demain. En tout cas, moi, c'est mon engagement. Et il y a une question d'un internaute qui demande comment vous envisagez la reprise du 11 mai. Vous allez rester en télétravail ? Alors, nous avons une approche extrêmement prudentielle des choses par rapport à l'ensemble des incertitudes qui sont pas uniquement celles de l'URSSAF Bourgogne, mais qui sont celles de l'ensemble de la société. Bien évidemment, on va se caler dans les orientations et les propos présentés hier par le Premier ministre devant la représentation nationale. Pas plus tard que demain, je vais présenter devant les représentants du personnel en CSE, qui seront réunis en audio, les modalités de conduite de l'activité à compter du 11 mai prochain. Un mot d'ordre, et c'est le fil directeur des décisions que je vais présenter. Le travail à distance reste le principe de fonctionnement de l'URSSAF Bourgogne, premièrement. Et d'autre part, si des salariés doivent revenir sur site, et je pense à ceux qui exercent des activités qui ne peuvent pas être conduites à distance, je pense par exemple l'exploitation des courriers, la numérisation de ces mêmes courriers pour les injecter dans nos workflows, pour permettre aux autres services de travailler, bien évidemment, leur présence sera totalement soumise au respect strict
des obligations comme des exigences sanitaires. Et comme tout à chacun, on a été pris dans la tourmente de la course au masque. Mais voilà, les choses sont positives puisque les salariés qui auront à revenir seront dotés de masques. Donc voilà, on est sur cette logique-ci. Il y a beaucoup trop d'incertitudes pour envisager à compter du 11 mai, voire dans les semaines suivantes, puisque finalement, on a une clause de revoyure toutes les 3 semaines maintenant, un retour massif et important des collaborateurs sur site. Et est-ce que vous envisagez, vu que vous êtes déjà super efficace en termes de coûts par rapport aux sommes recouvrées, par exemple de l'être encore plus en supprimant une partie des bâtiments et en gardant en permanence du personnel en télétravail? Alors là, vous ouvrez un sujet dont tout le monde perçoit bien les questions, mais je trouve qu'il est prématuré d'apporter les réponses aujourd'hui. On voit bien, et pas uniquement sur l'organisation du travail, que l'épisode qu'on traverse va complètement modifier la perception et la gestion de choses que l'on croyait définitives et acquises pour des décennies encore. Oui, le télétravail, du coup, va certainement occuper une place plus importante. On a vu que ça pouvait fonctionner. Il y a aussi des collaborateurs qui se sont trouvés dans cette situation alors qu'ils n'en étaient pas demandeurs, qui peut-être considéreront à premier regard sur le télétravail en considérant que ça peut avoir des vertus, ça peut être intéressant. Donc oui, ça fait partie des sujets qu'on va être amené à travailler, mais voilà, j'ai envie de dire, un peu comme toute la société, on a ces questions et on se doute bien que l'avant et l'après, il y a des lignes qui vont bouger. Après, savoir comment on les bouge, dans quelles conditions, voilà, c'est quelque chose qui devrait être partagé avec l'ensemble des collaborateurs de l'organisme. Oui, Pascal? Non, mais c'est valable pour l'ensemble des organismes ou des entreprises aujourd'hui. Certains, ça a été une super promotion du télétravail, puisque ça fait quand même 15 ans qu'on essaie de faire tous avancer le télétravail et ça n'avançait pas. Là, tout le monde a été jeté dans le grand bain sans même être trop préparé. Aujourd'hui, on voit qu'il y aura des changements. Mais c'est intéressant. Oui. Encore une fois, on vous voit pas en parler avec les médecins, on les voit pas comme chefs d'entreprise ou payant des charges. Vous, on vous voit pas comme une entreprise en tant que telle. C'est une organisation aussi, et c'est ça qui est intéressant aussi de voir. Ah, c'est le défi de demain. Absolument, pour tout le monde, mais on sera là aussi pour accompagner tout ça, pour voir un peu comment ça peut se passer. Et j'ai une question d'un internaute, et puis après je crois qu'on va arrêter là. Il demande, vu que vous avez un gros volume de salariés, est-ce que vous avez un petit peu un retour au niveau de l'impact un peu psychologique? Est-ce qu'il y en a certains qui ne supportent vraiment plus, etc. Ou au contraire, est-ce que tout le monde s'est bien adapté? Est-ce que vous avez fait des rituels pour pouvoir apaiser ou... Alors c'est un point d'attention majeur qu'on a eu dès le 15 mars, puisque comme monsieur venait de le mentionner, il y a un certain nombre de personnes qui se sont retrouvées jetées dans une situation de travail à distance et de surcroît avec un environnement complexe, puisque voilà, il y a des enfants dans le paysage, il y a différents rôles à tenir au sein du foyer. La vigilance qu'on a demandé vis-à-vis des managers, et ils le mettent en œuvre et je les en remercie, c'est au-delà des audios qui peuvent réunir l'unité, le service, c'est d'avoir des échanges de point à point avec chacun des collaborateurs. Ça, c'est un premier sujet. Le deuxième sujet, on a la chance de pouvoir disposer d'un référent santé au travail qui, au regard des signalements faits par les managers, est en capacité de venir vers le collaborateur qui serait en difficulté. En difficulté parce que il y a une situation personnelle complexe, en difficulté parce que il se retrouve coupé de ses collègues, et puis c'est quand même plus simple lorsqu'on a le collègue à proximité de lui demander éventuellement un renseignement, de lui demander un conseil sur la manière de faire, sur la manière de traiter. Et là, de par la situation à distance, ces réflexes et ces facilités de proximité n'existent plus. Et puis, de la même manière, on a réappuyé les managers sur les bonnes pratiques et les bonnes postures dans cet environnement particulier,
voilà, la valorisation de l'action de chacun, la compréhension, de telle sorte que voilà, cet ensemble fasse que ce qui peut être pénible pour certains collaborateurs puisse être atténué le plus possible. Je ne dis pas supprimé, parce que si le mal-être ou la difficulté est liée d'être je suis chez soi, je ne vois pas les collègues, on n'a pas voilà, on n'a pas de baguette magique dans notre environnement du moment, mais voilà, notre ambition est bien là, et on a une attention effectivement toute particulière à ce que le travail à distance peut générer comme difficultés ressenties, de telle sorte que personne j'ai envie de dire se sente oublié, ou que personne ne se sente sur le bord de la route. D'accord. Et vous préférez quel bureau, chez vous ou à l'URSSAF? Alors, j'ai une petite préférence pour mon bureau, mais les deux sont possibles. Eh ben, merci beaucoup en tout cas. Ben, je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée. Merci à vous aussi, et puis bon courage pour la suite. Au revoir. Merci bien. Eh ben, tu vois, au final, c'était vachement intéressant. Ben, c'est super intéressant, non? Mais puis c'est toujours intéressant de regarder. On a une vision des choses, mais regarder derrière comment ils s'organisent aussi, parce que. C'est une sacrée structure, l'air de rien. Et puis c'est vrai, je trouve que l'URSSAF, on en a peur, etc. C'est toujours mal vu, etc. Ouais. Mais ils ont un taux d'efficacité de recouvrement qui est assez bluffant. Je sais plus le coût exactement, mais c'est inférieur à 1%. Et donc c'est assez hallucinant. Et puis c'est vrai, ils gèrent quand même plus de 300 personnes, quoi. Oui, absolument. Et c'est une grosse organisation. Et là, ils doivent répondre vite avec des textes qui changent sans arrêt, s'adapter. Et à distance, quand on n'a pas... heureusement, ils s'étaient préparés. Ce qu'on peut dire là, c'est qu'ils s'étaient préparés depuis 2019. Donc, ils n'ont pas pris ça comme un truc, on n'a rien de prévu, notre informatique n'est pas prévue pour, etc. Donc, c'est intéressant. Ça sera intéressant, de toute façon, après, de reparler de ça, parce que ça va être... ce sont de vraies problématiques, à la fois pour les directions informatiques qui n'étaient pas préparées ou qui étaient préparées, mais pas à ce volume-là. On voit dans certaines organisations... Ou qui interdisaient certaines pratiques. Voilà, on interdit des pratiques, etc. Mais encore une fois, les gens se sont débrouillés. Dans les problématiques on va le voir dans les postes de travail, c'est-à-dire que justement, il y a encore des entreprises qui ont des postes fixes, d'autres des postes mobiles qu'on peut transporter ou autres. Là, ça sera vraiment à revoir, même dans les bureaux eux-mêmes, et puis dans le management. Alors, ça va être énorme, puisque là, on voit qu'il y aura des équipes de plus en plus mixtes entre du présentiel, du télétravail, et que des gens vont télétravailler un peu plus. Mais ça va remettre en cause beaucoup de choses. Encore une fois, moi, j'ai la vision positive de tout ce qui nous arrive, c'est que derrière, il va falloir repenser même aménagement des buildings de bureaux, de tout ça, parce que franchement, ça va plus être pareil après. On pourra plus dire je prévois des bureaux pour 100% de mon personnel tout le temps. Peut-être qu'on va se dire, non, ça sera pas tout le temps, et ça sera un peu moins, y compris dans les transports, ça va changer les choses. Et en parlant de réaménagement de bureaux, je pense qu'il y en a un auquel on ne pense pas forcément, mais je pense que d'un de ces quatre, on va avoir des mises à jour sur nos ordinateurs, et le bureau des ordinateurs, je pense qu'ils vont être repensés et réaméliorés. Oui, parce que c'était vraiment pas bien vu pour ça, et on voit bien qu'on colle tous des tas d'outils derrière pour essayer de s'en sortir, mais je pense que globalement ça va pas mal se bouger. Et la notion de cloud dont on a beaucoup parlé aussi, c'est-à-dire avoir des documents qui soient pas attachés à une machine, mais virtuellement quelque part. Aujourd'hui, les gens qui avaient prévu ça sont très heureux, je pense. Nous les premiers. Voilà.